Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ça y est, on arrive au terme de cette très grosse partie qui s'intitule la formation d'une phrase japonaise, dans laquelle on a vu plein de choses. On a vu comment s'articuler une phrase japonaise autour du verbe, on a vu toutes ces particules grammaticales qui nous permettent d'agencer nos compléments dans notre phrase. Aujourd'hui, on va faire un gros récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va également approfondir pas mal de notions que normalement vous avez assimilées et au sujet desquelles on va apporter des petites précisions. On va rentrer dans les détails. Et puis, je vais également vous donner plein de petits conseils, des erreurs à ne pas faire, des erreurs récurrentes à ne pas faire pour la suite. Je commence par un récapitulatif de toutes les particules grammaticales que l'on a vues jusqu'à maintenant. Je vais vous les classer selon les différentes catégories auxquelles elles appartiennent. On commence avec les particules de liaison, qui permettent de créer un groupe nominal, de coller, de souder des noms entre eux. On a vu la particule no, qui permet de définir une appartenance, une possession, de manière plus large, de déterminer un nom avec un autre. On a vu la particule to, qui est la particule de l'énumération, la particule ya, l'énumération non exhaustive, et récemment les particules ka et nari, qui permettent de dresser un choix, avec ka la version exhaustive et nari la version non exhaustive. On a déjà eu un petit récapitulatif de ces particules dans le cours précédent sur les connecteurs logiques japonais. On a ensuite les particules syntaxiques qui indiquent le rôle du complément dans la phrase, qui ordonne la phrase, c'est ce que l'on appelle la syntaxe. To permet de dire avec, ni qui a 4 utilisations différentes, indiquer le lieu dans lequel il ne se passe rien, indiquer le point d'arrivée d'un déplacement, indiquer le COI et indiquer un complément de temps précis dans le temps. D qui a 2 utilisations, celle d'indiquer le lieu dans lequel il se passe quelque chose et également le moyen avec lequel sont faites les actions. Et qui s'écrit avec le hiragana he mais que l'on va prononcer e, qui indique la direction dans le cas d'un verbe de déplacement directionnel. O qui s'écrit avec le hiragana wo mais que l'on va prononcer o, alors même si certaines personnes le prononcent également wo, c'est possible, qui a 2 utilisations, celle d'indiquer le COD du verbe et également d'indiquer le parcours quand on est avec un verbe de mouvement. Kara et made, qui permettent d'indiquer respectivement le début et la fin d'une action, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ga, qui permet d'indiquer le sujet du verbe, un complément très important, mais qu'on ne va pas utiliser tant que ça, parce qu'on avait vu qu'on va préférer utiliser wa à la place. Et yori, qui permet premièrement d'indiquer tout comme kara le point de départ d'une action, aussi bien dans l'espace que dans le temps, et secondement de définir la base pour une comparaison. Je continue avec les particules adverbiales dake, nomi, shika et bakari, qui correspondent toutes les 4 à l'idée de uniquement, nomi étant la même chose que dake mais en version plus polie, shika s'utilisant avec une phrase au négatif et bakari apportant une nuance péjorative. Kurai qui définit une approximation, koro qui fait la même chose lorsqu'il s'agit d'un point fixe dans le temps, les deux se prononçant souvent gurai et goro. Hodo qui permet d'établir une comparaison, Nado qui permet de renforcer l'idée de non-exhaustivité, et alors on avait vu aussi Nanka, mais je ne vais pas vous le mettre pour l'instant, on en reparlera par la suite de manière un peu plus importante. Pour être exact, Made, c'est également une particule adverbiale qui indique en fait un degré, le degré jusqu'auquel sont faites les choses aussi bien dans l'espace que dans le temps. Mais bon, elle est assez indissociable de Kara, donc je préfère vous la laisser là-haut dans les particules syntaxiques. On continue avec les particules d'emphase, la première étant wa, que l'on écrit avec le hiragana ha mais que l'on prononce bien wa, qui permet de faire d'un complément du verbe le thème de la phrase, pour le mettre en relief, ça annonce ce dont on va parler. Mo qui indique que l'on a affaire à une répétition aussi. Koso qui insiste vraiment sur le complément sur lequel elle est posée. Sae et des mots qui, chacun en français, vont se traduire même, mais pas avec la même nuance. Sae, c'est pour montrer quelque chose qui normalement ne devrait pas avoir lieu, et des mots pour prendre pour exemple quelque chose de ridicule. Vous vous souvenez, toutes ces particules d'emphase se placent après les particules syntaxiques sur lesquelles elles se mettent, sauf ga et la plupart du temps o qu'elles remplacent. Et dans les cours précédents, je vous disais qu'elle se mettait également à la place de wa, mais en fait, wa, c'est également une particule d'emphase, en fait. On ne peut pas avoir une particule d'emphase sur wa. Donc voilà, ces particules d'emphase se mettent après toutes les particules syntaxiques, sauf ga et généralement o qu'elles remplacent.
Je reviens vite fait sur shika. Shika, c'est également une particule d'emphase, hein. C'est pour ça que dans la phrase dans laquelle je vous avais illustré son emploi, Panda wa takeshika tabenai, on n'avait pas de particule O, hein. C'est parce que du coup la particule d'emphase a remplacé le O du COD. On a ensuite vu les particules de fin de phrase, vous vous souvenez, qui se placent après le verbe pour accompagner l'attitude avec laquelle les choses sont dites. On a vu yo, ne, na, wa, ze, tomo, zo, sa, ka et kashira, hein. Je rentre pas dans les détails parce qu'on avait déjà fait un gros récapitulatif à la fin du cours sur les particules de fin de phrase. Je vous laisserai vous y référer si jamais vous voulez plus d'informations. On avait également vu des compositions de particules de fin de phrase, notamment kana, synonyme à kashira. Bon, tout ça, je vous le mets pas ici, mais vous savez qu'elles existent. Et puis, juste après, on a parlé de la tournure explicative noda, avec ce no qui parfois peut s'apparenter à une particule de fin de phrase. Bon, je vous le mets entre parenthèses ici parce que c'est un petit peu lié. Rappelez-vous bien, sa, ka et kashira, dans une phrase qui se termine par da, remplace le da de fin de phrase. Ce n'est pas le cas de toutes les autres particules de fin de phrase. Et puis pour finir, on a vu tout récemment les particules conjonctives qui permettent de lier entre elles deux propositions. Je vous ai mis tout à l'heure dans la partie particules de liaison celles qui permettent de lier des noms entre eux. On a vu ga, keredomo et noni pour indiquer une concession, et kara et node pour indiquer une cause. Alors, du coup, est-ce qu'on a vu toutes les particules? Non, on n'a pas vu toutes les particules japonaises, on en a vu une très grande majorité, on a vu les plus importantes, mais il en existe d'autres que l'on verra par la suite. Pour l'instant, on n'a pas eu à les utiliser parce que on n'a pas été amené à faire les phrases qui les nécessitent. On les verra donc par la suite, et du coup, voilà. Pour l'instant, on a toutes celles-ci. Entraînez-vous régulièrement à faire un récapitulatif de toutes ces particules, à vous remémorer la fonction de chacune d'entre elles afin de bien être sûr de toutes vous en souvenir. N'oubliez pas, une particule grammaticale correspond à une fonction grammaticale et non pas à des mots que l'on pourrait traduire du français au japonais. Par exemple, quand on dit « je me demande si Mitsuha est dans le jardin », « je me demande si », c'est pas des mots qu'on va aller chercher directement dans une traduction en japonais. C'est une notion qui est le doute, le fait qu'on se pose la question à soi-même, et donc pouf, c'est la particule cachée là, qui va vouloir dire cette formulation en français. N'essayez jamais de traduire du français au japonais et l'inverse. Mot à mot, c'est impossible. Et puis, tiens, sur ces particules, je vais déjà pouvoir vous donner quelques petites nouveautés. Quand on a une possession avec no, il est possible de sous-entendre le possédé en ne le disant pas. En français, ça équivaut au pronom celui. Je vous montre. C'est le téléphone de Snake. Bon, ça, on sait faire. Snake no denwa da. Je peux sous-entendre le possédé en disant simplement Snake no da. En français, c'est celui de Snake. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire, quelque chose qu'on ne va pas faire sur les êtres humains, par respect. Par exemple, si on veut dire c'est le fils de Snake, c'est celui de Snake, on ne pourra pas faire un nom comme ça, sous-entendu, ce ne serait pas trop respectueux. Et puis, la particule démo, après un nom, peut également avoir le sens de ou autre, lorsque l'on fait une proposition, lorsque l'on implique des termes, des choix, du même genre que ceux que l'on a déjà dit. Bon, on a déjà fait la phrase « Ocha wa ikaga desu ka ?» Voulez-vous du thé? En mettant des mots à la place de wa, ocha demo ikaga desu ka, voulez-vous du thé ou autre, ou un truc du genre, c'est-à-dire une autre boisson chaude, par exemple. Ok, on fait maintenant un petit récapitulatif de tous les différents types de verbes que l'on a croisés. On a d'abord le plus important, le verbe être de description, da, qui nous permet de faire des phrases très simples en décrivant des choses. On aura plus de détails dans la saison 3 sur ce qu'est précisément ce da, d'où est-ce qu'il vient, ce genre de choses. On a ensuite les verbes de présence iru et aru, qui s'utilisent dans le cas d'un lieu dans lequel il ne se passe pas d'action. Iru se référant aux êtres humains et aux animaux, et aru globalement à tout le reste. Alors, des verbes de présence, on en a d'autres. Je vous avais notamment parlé de nokoru, qui veut dire rester. Alors, rester, il n'y a pas d'action, on est quelque part, mais on y est encore, on y reste. On a également sumu, qui veut dire habiter. Pareil, c'est juste un verbe de présence, on est quelque part, mais on indique qu'on y est de manière sédentaire. Et par exemple, tomaru, qui veut dire passer une nuit. Donc là, encore une fois, on est juste à un endroit, mais on indique qu'on y est la nuit. Vous reconnaissez, c'est le même kanji que haku, qu'on a vu dans le cours sur les unités de mesure, la nuitée. Et puis, on aura d'autres verbes de présence qu'on croisera peut-être par la suite, et à ce moment-là, quand ce sera le cas, je vous le dirai. Ensuite, les verbes d'action, qui sont grosso modo tous les autres, qui sont des verbes qui décrivent une action. On en a eu une bonne liste dans le cours de vocabulaire, les principaux verbes japonais. Et puis pour finir, on a vu les verbes de mouvement directionnel que l'on va utiliser avec la particule « et »
quand on veut indiquer la direction dans laquelle on se déplace, ou avec la particule ni lorsque l'on veut indiquer le point d'arrivée de notre déplacement. Maintenant, je vais vous mettre en relief quelques erreurs à ne pas faire, des erreurs en général assez fréquentes. Par exemple, il faut vraiment que vous distinguiez bien la différence entre être de description et être de présence. D'un côté da, de l'autre côté iru et aru. En français, c'est le même verbe, mais en japonais, ce sont deux choses bien différentes. Quand on dit c'est un chien, on décrit simplement ce que l'on voit, inu da. Et quand on dit par exemple le chien est dans le jardin, ici on indique la présence du chien, on dit où il est, et donc c'est inu wa, ni wa ni iru, iru parce que le chien est donc un animal. Si ça avait été par exemple un PC, ça aurait été aru. En gros, pour réussir à déterminer si c'est l'un ou l'autre, si vous pouvez poser la question c'est quoi? C'est un chien, donc être de description, et si vous pouvez poser la question le chien est où? Le chien est dans le jardin, donc être de présence. Parfois, on va pouvoir utiliser de manière similaire le da, être de description, et iru aru, être de présence. Par exemple, lorsque l'on indique l'emplacement d'un lieu, eki wa koen no mae ni aru, la gare est devant le parc. Et on peut également dire eki wa koen no mae da, la gare, c'est le devant du parc. Et du coup, on dit à peu près la même chose en utilisant dans un cas le verbe être de présence et dans le second le verbe être de description. Et on pourra également faire la même chose lorsqu'on posera une question, où est la gare? On pourra le faire en posant la question des deux manières. Autre erreur à ne pas faire, ne vous fiez pas à l'apparence d'une chose pour en déduire sa fonction grammaticale. Par exemple, quand je dis je détruis la maison, oui, en général, c'est un lieu, on est d'accord. Mais dans ma phrase, maison n'est pas un lieu, c'est le COD du verbe détruire. Donc attention à ne pas vous faire avoir avec l'apparence de certains mots, le sens de certains mots qui pourraient nous fausser au niveau de leur fonction grammaticale dans notre phrase. Et puis d'ailleurs, quand on parle de COD, jamais de COD, donc de particule O, devant da, iru ou aru en japonais. Jamais, jamais, jamais. C'est totalement impossible. Donc si jamais vous faites une phrase et que tout d'un coup vous vous retrouvez avec un O devant da, iru ou aru, c'est forcément qu'il y a un problème. C'est impossible en japonais. Da, devant, on ne peut mettre que des noms parce que c'est ce que l'on décrit. Et iru, aru, en général, avant, il y a la particule ni qui indique l'endroit dans lequel se trouve la présence, ou la particule ga lorsque l'on indique le sujet du verbe être de présence. Plus tard, on verra qu'il est possible d'avoir une formulation en daru. Alors, ça, je vous en parle pas du tout pour l'instant, on le verra dans la saison 3, au tout début d'ailleurs. Mais voilà, ça existe par contre en japonais. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, dont on n'a pas encore parlé, mais ça existe. Autre chose très importante, je rappelle qu'en japonais, le thème de la phrase n'a aucune valeur syntaxique. C'est pas un complément du verbe, le thème de la phrase, en fait. C'est quelque chose qui n'appartient pas au verbe, mais qui appartient à la phrase de manière plus large, qui appartient au discours. On dit ce dont on va parler, indépendamment du verbe et de ses compléments. C'est quelque chose qui se voit beaucoup quand on a un thème mis après une particule syntaxique, par exemple niwa, dewa, karawa. Là, ici, on comprend bien que le thème se met en plus de ces particules syntaxiques qui indiquent la fonction du complément vis-à-vis du verbe. Mais quand on a une particule wa toute seule, c'est toujours un complément du verbe sur lequel on met une emphase. En général, c'est le sujet du verbe ou le COD, parce que vous vous souvenez que la particule wa remplace ga et o. Quand je dis link wa otokoda, link est un homme, link en fait ici est sujet du verbe de description, mais j'en fais un thème avec ma particule wa. Quand je dis milk wa tora ga mayasa nomu, le lait, les tigres en boivent tous les matins, milku en fait est COD du verbe nomu, boire. Mais ici, j'en fais mon thème avec la particule wa. Et puis, on peut aussi avoir une particule wa toute seule sur un mot si on ne veut pas forcément préciser quel complément il est par rapport au verbe. Vous vous souvenez, on avait mis Nihon wa, kuma ga saru o taberu. Au Japon, les ours mangent des singes. Ici, vous vous souvenez, Nihon wa, c'est Nihon de wa, c'est le lieu dans lequel se passe l'action, mais on n'est pas forcément obligé de mettre des si on ne veut pas forcément sous-entendre que Nihon est le lieu dans lequel se passe l'action. Vous vous en souvenez? Et ça va notamment être le cas lorsque l'on indique une possession avec iru et aru. Vous vous souvenez, Kirin wa tsuno ga aru, la girafe a des cornes. En fait, c'est Kirin ni wa tsuno ga aru. Ici, le ni indique qu'il y a des cornes vis-à-vis de la girafe. Le ni de vis-à-vis, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans la saison 3. Ni, ici, considérez que c'est une sorte de COI. C'est il y a des cornes à la girafe. Et puis, du coup, voilà, si je ne mets pas le ni, je ne dis pas forcément que Kirin est ce vis-à-vis de quoi il y a des cornes, donc je peux simplement dire Kirin-wa, même si, en général, on utilise plutôt Kirin ni wa, on utilise quelque chose ni wa lorsque l'on veut indiquer une possession.
Autre chose, en japonais, il est possible d'avoir une particule syntaxique et après le no qui va permettre de déterminer. Je vous montre. Je peux additionner les particules kara et no pour additionner l'origine et l'appartenance. En disant par exemple, Watashi wa Rui kara no tegami o yomu. Je lis la lettre de Louis Kara en provenance de Louis. Donc ici, c'est pas évident à traduire, mais en français, on va dire je lis la lettre de Louis ou envoyée par Louis. Un autre exemple, to plus no, avec plus appartenance, kyo wa Gigi to no kekkanda. Aujourd'hui, c'est le mariage de avec Gigi, donc le mariage avec Gigi. Vous voyez bien. Et plus no, la direction plus l'appartenance, higashi e no Mitsida. C'est le chemin de vers l'est. Donc on va plutôt dire c'est le chemin en direction de l'est. On va toujours reformuler pour qu'en français la phrase sonne bien. Et puis, parfois on a deux particules qui s'additionnent, et là ça donne un tout nouveau sens. Alors bon, ça c'est des trucs qu'il faut voir au cas par cas. Par exemple, to plus wa, qu'on va utiliser pour donner une définition, ou pour la demander. Par exemple, yuzu to wa Chugoku kara no kudamono da. Le yuzu est un fruit originaire de Chine. Voilà, je donne la définition sur ce qu'est le yuzu, yuzu to wa. Et puis ici, vous remarquez, j'ai encore une fois utilisé mon karano. C'est pas simplement un fruit de Chine, mais un fruit originaire de Chine. Vous vous souvenez également, parfois on va croiser des particules dans des expressions figées. Par exemple, konnichiwa. Le wa, en fait, c'est la particule de thème qui a été mise dans l'expression, qui est figée, qui maintenant fait partie intégrante du mot. Et c'est quelque chose qu'on a vu récemment également avec jitsuwa, la conjonction. On aura pas mal de cas comme ça par la suite où on a des particules qui du coup ont été englobées et du coup sont dans des mots mais de manière soudée, on ne peut plus les en dissocier. Et puis pour terminer, attention, on a certains mots qui dans des phrases ressemblent à des particules mais qui n'en sont pas. Par exemple, bon, quand on veut indiquer un lieu dans lequel il ne se passe rien, on va souvent utiliser ni wa. Mais ni wa, ça peut être d'autres choses en japonais. Ni wa, ça peut être le jardin. Niwa, c'est également le classificateur numéral quand on a deux dans la catégorie des oiseaux. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on entend des choses qui ressemblent à des particules que c'en est forcément. Autre chose, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il était possible de sous-entendre le da en fin de phrase, que c'était quelque chose que les femmes et les enfants faisaient souvent, que ça faisait mignon, mais on peut également le faire sans avoir forcément envie de paraître mignon quand le da de fin de phrase est évident. Je reprends l'exemple yuzu to wa Chugoku kara no kudamono da. Je peux simplement dire yuzu to wa Chugoku kara no kudamono. En français, ça se dira également le yuzu est un fruit originaire de Chine. On ne peut pas omettre le verbe en français, mais du coup voilà, en japonais ici on ne met pas le da en fin de phrase et bon, vous voyez, ça se comprend très bien. On comprend qu'on est dans le cas d'un verbe être de description. Et puis très important, à l'oral, il est possible de sous-entendre des particules. Alors, je vous ai toujours dit que la particule, c'était extrêmement important parce que c'était ce qui permettait de donner sa fonction grammaticale au mot dans la phrase. Mais par exemple, watashi wa banana o taberu yo, je mange une banane, je peux sous-entendre le wa de thème en disant simplement watashi banana o taberu yo. Et puis, je peux même sous-entendre le o du COD. Watashi banana taberu yo. Voilà, ça c'est un langage oral, alors c'est pas formel, c'est pas comme ça qu'on doit écrire le japonais correctement, mais les jeunes, et puis aussi les moins jeunes, font beaucoup ça. Il y a beaucoup de phrases dans lesquelles les particules sont sous-entendues parce qu'avec le contexte, elles sont évidentes en fait. Quand je vous dis watashi banana taberu yo, on n'a pas besoin de savoir que watashi est thème ou sujet du verbe et que banana est COD pour comprendre le sens de la phrase. Vous comprenez bien. Donc on va souvent avoir les particules wa, o, et puis même ga également, qui sont sous-entendus. Ça va beaucoup moins arriver avec les autres particules, parce que les autres particules, si on les sous-entend, c'est beaucoup plus difficile de percevoir leur fonction grammaticale dans la phrase, mais ouais, wa, o et ga, c'est très souvent qu'à l'oral, elles vont être sous-entendues. Et ça va d'autant plus être le cas lorsque ces particules vont être doublées par une particule adverbiale. Vous vous souvenez, on avait vu la phrase « Panda wa takedake o taberu ». Les pandas mangent uniquement du bambou. Ici, bon, on a déjà la particule dake, ça fait un peu lourd de mettre la particule o après. Il y a beaucoup de japonais qui vont l'enlever, parce que bon, le contexte nous indique très clairement que ouais, on comprend, ils mangent du bambou, uniquement du bambou. Et du coup, pandawa takedake taberu, on comprend très bien que takedake, c'est le COD du verbe. Voilà, la particule o est sous-entendue et ça ne dérange personne. Donc, c'est pas évident quand on apprend le japonais et qu'on aimerait se fier aux particules pour se repérer dans la phrase, mais
À terme, avec le contexte et puis avec l'expérience, vous allez pouvoir, même sans entendre les particules, comprendre comment s'organisent les phrases, et puis vous-même, vous ferez également des phrases sans les particules pour avoir un niveau ça fait très oral, très japonais courant. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, en japonais, quand on a une énumération, de la même manière, on va pouvoir sous-entendre les particules d'énumération. Vous vous souvenez, inuto nekoto uma, on peut simplement dire inu, neko, uma. En mettant une virgule, on peut également mettre la même chose avec un nakaten. Et du coup, voilà, le to est sous-entendu, on comprend quand même qu'il s'agit d'une énumération, hein, c'est un peu ce qu'on fait également en français. Ça ne marche qu'avec to parce que ya, ka et nari sont porteurs d'une nuance, la nuance de non-exhaustivité ou de choix, qui du coup passerait à la trappe si on sous-entendait les particules. Et puis, il est possible d'utiliser des conjonctions en appui à des particules de liaison, hein, par exemple soshite ou aruiwa. En général, on les met avant le dernier terme. Inuto nekoto uma, on peut dire inuto nekoto soshite uma, et puis un cheval. Inuka nekoka uma, on peut dire inuka nekoka aruiwa uma, ou bien encore un cheval. Hein, voilà, les conjonctions viennent appuyer les listes. D'ailleurs, ce to et ce ka ici, on n'est pas obligé de les mettre, hein, c'est possible, mais le soshite et le aruiwa peuvent simplement suffire à montrer qu'on instaure un nouvel élément à la liste. Je vous avais promis qu'on verrait d'autres particules de liaison. On voit la particule ni qui permet de dresser une énumération par paire, donc inu ni neko, un chien et un chat. Voilà, on crée une paire. Et puis on peut également additionner quelque chose à une paire. Hein. Si je dis inu ni neko ni uma, je crée d'abord la paire un chien et un chat, et ensuite je rajoute le cheval hein, et un cheval. C'est un peu comme si je rajoutais les choses au fur et à mesure qu'elles me venaient à l'esprit. Du coup, en plus de créer une paire, cette particule ni a souvent cette utilisation d'ajout. On énumère les membres de la liste en les ajoutant successivement les uns aux autres. Et puis on a deux autres particules d'énumération non exhaustive, hein, donc tout comme ya, qui sont yara et dano. Inu yara, neko yara, uma yara. Inu dano, neko dano, uma dano. Donc vous remarquez que, comme c'était le cas déjà avec nari, yara et dano vont se mettre après chaque membre de la liste. Et je rappelle encore une fois que pour l'instant, on ne sait faire des énumérations que sur les noms, on ne sait pas encore mettre ça sur des verbes, on verra ça lorsque l'on attaquera la conjugaison. Du coup, je reprends le récapitulatif des particules du début de cours, je rajoute les particules que l'on vient de voir, ni, yara et dano, et du coup, pour l'instant, on connaît toutes ces particules-là, les autres, on les verra dans assez longtemps. Encore autre chose, bon, vous savez déjà qu'en japonais, on peut inverser l'ordre des compléments dans la phrase pour apporter différentes nuances, mais pour l'instant, on a dit que le thème était toujours en début de phrase. Il va arriver qu'il soit déplacé. Quand je dis « Rui wa potofu o taberu », Louis mange un pot-au-feu. On peut avoir « potofu o taberu Rui wa ». Il mange un pot-au-feu, Louis. Voilà, ici on est à l'oral et je dis ma phrase, potofu o taberu, et puis après je me rends compte que j'ai oublié de donner mon thème, donc je le précise après coup, hein, c'est complètement un oubli, et du coup on peut avoir un thème en fin de phrase, mais ici on comprend très bien que lui est le thème de ce qui précède. On peut avoir la même chose avec d'autres compléments, hein, par exemple le COD. Louis wa taberu, potofu o. Louis en mange du pot-au-feu, voilà, je précise le COD après le corps principal de ma phrase. Et puis, c'est quelque chose de différent, mais dans le cas d'une phrase complexe avec deux propositions, on peut également inverser l'ordre des propositions. Rui wa Paris ni iru kara potofu o taberu. Puisque Louis est à Paris, il mange un pot-au-feu. On peut inverser l'ordre des deux propositions. Alors, le thème reste toujours en premier, quoi qu'il arrive, mais mes deux propositions, hop, 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 je peux les intervertir. Rui wa potofu o taberu, Paris ni iru kara. Louis mange un pot-au-feu puisqu'il est à Paris. Voilà, ici, bon, l'ordre est quand même moins naturel que la première phrase, hein, ce qu'on avait vu dans le cours précédent, mais on comprend très bien ce que l'on a voulu dire et ça marche exactement de la même manière avec les 4 autres particules conjonctives que l'on a vues, notamment celle de concession. D'ailleurs, tant qu'on est en train de parler de particules conjonctives, on a le ga de liaison que l'on peut utiliser pour lier deux propositions. Alors ici, le ga n'est pas une particule de concession, il va simplement lier deux propositions qui s'enchaînent. On a exactement la même chose en français quand on dit « Excusez-moi, mais
Sommes-nous lundi aujourd'hui? Ici, la première proposition sert à introduire la suite. Et du coup, en japonais, on va pouvoir faire la même chose. Sumimasen ga kyou wa getsuyobi desu ka? Voilà, je place mon ga à la fin de la première proposition pour introduire la seconde. On n'est pas dans une idée de concession, mais simplement d'introduction. Et ici, je vous ai mis la phrase à la forme polie avec des, parce que utilisant sumimasen, qui est déjà une manière polie de s'excuser, il est nécessaire d'utiliser la forme polie dans l'intégralité de la phrase complexe. Donc voilà, des à la place de da. Courage, on a bientôt terminé. Je vous avais promis un dernier mot interrogatif japonais. Il s'agit de nase, qui permet de poser une question sur la cause, sur la raison, en français, pourquoi. Donc, en posant une question sur la cause, on demande une explication, donc on va devoir poser la question avec une phrase à la tournure explicative. Lui wa nase potofu o taberu no? Voilà, nase se place en général juste après le thème. Pourquoi est-ce que Louis mange un pot-au-feu? Ce à quoi on peut répondre par une phrase à la tournure explicative. Paris ni iru no da, c'est qu'il est à Paris. Mais en général, on va répondre avec une phrase qui donne une cause. Alors, nouvelle formulation, encore une fois, je peux terminer ma phrase par kara, la particule conjonctive de cause, puis da, pour dire c'est puisque, c'est parce que, hein, en mettant tout ça directement après mon verbe. Paris ni iru kara da, c'est parce qu'il est à Paris. Voilà, c'est possible de faire ça avec kara plus da après mon verbe. Nase et cette tournure en karada permettent de poser une question sur une cause et de répondre en donnant une cause. Ce sont des choses qui sont liées mais quand même distinctes de demander et donner une explication, ce qu'on avait vu avec la formule Noda, même si je suis d'accord que ça se ressemble beaucoup. Il existe des synonymes de nase qui sont nande ou aussi doshite. Bon, vous prenez pas la tête, hein, utilisez nase, le reste ça viendra avec l'expérience. Et puis d'ailleurs, doshite peut également être un synonyme de do, tout comme doyate, donoyo nishite. Bon, tout ça, ce sont des tournures verbales, hein, je rentre pas dans le détail, mais si jamais vous les croisez, sachez que ouais, ce sont des synonymes de do, hein, donc pour poser une question sur la manière comment. Je vous mets ça ici, ça peut vous intéresser. Dernière chose, il est possible d'avoir une utilisation différente dans notre phrase des classificateurs numéraux. Souvenez-vous, on avait mis Kaori achète 2 serviettes, Kaori wa taoru o nimai kau. Je peux mettre mon classificateur numéral directement après mon nom. Kaori wa taoru nimai o kau. Elle achète taoru nimai, serviette fois 2 en fait. C'est un peu comme si on disait ça de cette manière. Alors, ça se croise pas très souvent, donc voilà, je vous le mets ça en petite précision, histoire que si jamais vous le croyez, vous venez pas me faire un procès, mais c'est pas extrêmement important non plus. Puis je vous rappelle qu'on peut également déterminer le nom avec le classificateur numéral, hein. Kaoriwa, Nimai no Taori o Kau, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans le cours sur les classificateurs numéraux, hein. Elle achète les 2 serviettes. Voilà, j'ai terminé mes approfondissements. Alors, ça fait beaucoup de nouvelles choses en plus. Ce sont surtout des petits détails qui viennent se rajouter à tout ce que l'on savait déjà. C'est pas forcément important à maîtriser pour l'instant, hein. C'est surtout si ça vous intéresse de creuser davantage ce que vous avez déjà vu. Je vous donne des exercices là-dessus, donc du thème et de la version, avec tous ces petits approfondissements qui font qu'on va bien être au taquet sur les particules. Ces exercices, entraînez-vous à les faire à l'oral. Tous les exercices de la saison 2, des cours sur la grammaire, vous les avez fait à l'écrit, c'est très bien, mais entraînez-vous à les refaire à l'oral parce que c'est une gymnastique différente. Savoir faire une phrase à l'écrit en prenant son temps, en mettant les compléments peut-être, on met d'abord le verbe, ensuite, c'est une première chose, mais savoir sortir la phrase directement quand on parle à un japonais, c'est un travail différent, c'est un systématisme à récupérer, et pour ça il faut beaucoup s'entraîner. Puis pareil, quand le japonais nous parle, la phrase, on l'entend, pouf, elle est dite, et puis directement, il passe à la phrase suivante, il faut tout saisir d'instinct. Donc il faut s'entraîner, pas seulement à savoir faire des phrases, mais surtout à savoir les sortir au tac et à savoir les comprendre quand on nous les dit. Bon, là-dessus, vous verrez dans l'examen de la saison 2, je vous ferai une partie orale, et là vous arriverez à voir si vous êtes capable d'entendre et de comprendre du japonais directement quand la phrase est prononcée. La saison 2 n'est pas terminée, il nous reste encore quelques cours, alors ce sera beaucoup plus tendu, ce sera surtout sur des particularités qu'on a en japonais et pas en français. On aura notamment un cours sur les pronoms personnels et puis sur les suffixes honorifiques. Honnêtement, ce sera vraiment cool par rapport à cette fin de cours sur la formation d'une phrase japonaise. Et puis, du coup, voilà, je vous souhaite du courage. Maîtrisez bien ça et ce sera déjà énorme. Et ouais, on arrive bientôt à la fin de la saison 2, donc bah, voilà. Je
vous fais des bisous. Abonnez-vous, mettez la cloche. Je suis fatigué, j'en peux plus.